L'éducation a toujours été une pierre angulaire de la civilisation. Des Grecs anciens aux humanistes de la Renaissance, les sociétés ont reconnu son pouvoir. L'éducation façonne les individus et les sociétés. Elle transmet des connaissances, des valeurs et des compétences. L'Antiquité et la Renaissance accordaient une grande importance à l'éducation. Cependant, leurs approches différaient de manière significative. Ces différences découlaient de leurs contextes historiques distincts. L'Antiquité se concentrait sur la construction de cités-États et la promotion de la vertu civique. La Renaissance, quant à elle, a vu une redécouverte de l'apprentissage classique. Cela a suscité un nouvel intérêt pour le potentiel individuel et les idéaux humanistes. La comparaison de ces deux périodes offre de précieuses informations sur l'évolution de l'éducation. La Renaissance a marqué une période d'intense curiosité intellectuelle. Les érudits européens ont développé une fascination renouvelée pour l'Antiquité classique. Au cœur de ce renouveau se trouvait la redécouverte des textes grecs anciens. Les œuvres de philosophes, tels que Platon et Aristote, avaient été en grande partie perdues pour l'Occident pendant des siècles. Leur redécouverte a eu un impact profond sur la pensée de la Renaissance. Ces textes offraient de nouvelles perspectives sur la science, la philosophie et l'art. Ils ont remis en question les visions du monde médiéval et inspiré de nouvelles façons de penser. La redécouverte de ces textes classiques n'était pas un simple exercice académique. Elle a révolutionné l'éducation, façonnant les programmes et les approches pédagogiques de la Renaissance. La Grèce antique, berceau de la démocratie, accordait une grande valeur à l'éducation. Les citoyens étaient encouragés à apprendre et à s'améliorer constamment. Cependant, son objectif principal était de former des citoyens capables de contribuer activement à la polis, ou cité-État, en participant aux affaires publiques. L'éducation se concentrait sur le développement de vertus civiques telles que la loyauté, le courage, l'éloquence et la justice. Elle mettait l'accent sur l'entraînement physique parallèlement au développement intellectuel, car un esprit sain dans un corps sain était essentiel. Le concept grec ancien de paideia englobait cette approche holistique de l'éducation, visant à équilibrer les aspects physiques, intellectuels et moraux. Il visait à former des individus complets, capables de remplir leur rôle au sein de l'ordre social et politique et de contribuer au bien commun. Des philosophes comme Socrate et Platon ont souligné l'importance de la pensée critique et de la remise en question des idées reçues, encourageant un esprit d'enquête. Ils croyaient que l'éducation devait mener les individus à une vie de vertu et d'excellence en cultivant la sagesse et la moralité. La Renaissance a vu un passage de l'accent collectif de l'éducation antique à une plus grande importance accordée au potentiel individuel. L'idéal de l'uomo universal, ou homme universel, est apparu à cette période. Cet idéal célébrait les individus qui excellaient dans un large éventail de disciplines. L'éducation de la Renaissance visait à former des individus non seulement instruits, mais aussi compétents dans les arts, la rhétorique et les activités physiques. Cette période a vu l'essor de l'humanisme, un mouvement intellectuel qui plaçait la raison et l'expérience humaine au centre de sa vision du monde. Les humanistes croyaient au pouvoir de l'éducation pour transformer les individus et la société. Section 5. Trivium et quadrivium. Les piliers de l'apprentissage. L'éducation antique et celle de la Renaissance reposaient sur le cursus classique du trivium et du quadrivium. Le trivium, composé de la grammaire, de la logique et de la rhétorique, formait la base de l'apprentissage. Il se concentrait sur le développement des compétences linguistiques, de la pensée critique et de la communication persuasive. Le quadrivium, comprenant l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, s'appuyait sur cette base. Il initiait les étudiants aux principes mathématiques et scientifiques en soulignant l'interconnexion des connaissances. Cette approche structurée fournissait un cadre complet pour l'apprentissage. Elle garantissait que les étudiants développent un large éventail de compétences et de connaissances. Section 6. Le pouvoir du langage, latin et grec. La langue jouait un rôle central dans l'éducation antique et celle de la Renaissance. Dans la Rome antique, le latin était la langue de l'administration, du droit et de la littérature.
la maîtrise du latin était essentielle pour l'avancement social et la participation civique. Pendant la Renaissance, il y a eu un regain d'intérêt pour les langues classiques. Le latin est resté la langue de l'érudition et de la diplomatie, tandis que le grec a gagné en importance lorsque les érudits ont redécouvert les textes grecs anciens dans leur forme originale. L'étude de ces langues était considérée comme plus qu'un simple exercice linguistique. Elle donnait accès à une richesse de connaissances et d'héritage culturel. Section 7. De Socrate à Montaigne. Philosophe et pédagogie. Cette section explore l'impact profond des philosophes sur les méthodes éducatives à travers les âges. Les philosophies des penseurs clés des deux périodes ont profondément influencé les pratiques éducatives, façonnant la manière dont nous comprenons l'enseignement et l'apprentissage. Socrate, avec son insistance sur le dialogue et le questionnement, a remis en question les méthodes d'enseignement traditionnelles, encourageant une approche plus interactive et réflexive. Il croyait qu'il fallait faire émerger les connaissances des élèves plutôt que de simplement leur transmettre des informations, favorisant ainsi une compréhension plus profonde et personnelle. Platon, dans sa République, a décrit un système éducatif idéal visant à former des rois philosophes, des leaders éclairés guidés par la sagesse et la justice. Aristote, l'élève de Platon, a mis l'accent sur l'observation empirique et le raisonnement logique, posant ainsi les bases de la méthode scientifique moderne. Ces idées ont jeté les bases de la méthode scientifique, influençant des générations de penseurs et de chercheurs. Pendant la Renaissance, des humanistes comme Érasme et Montaigne ont adapté ces idéaux antiques à leur époque, intégrant les valeurs humanistes dans l'éducation. Érasme a plaidé pour une éducation humaniste enracinée dans les langues classiques et les principes moraux, cherchant à former des individus vertueux et éclairés. Montaigne, connu pour ses essais, a remis en question l'apprentissage par cœur et a mis l'accent sur la pensée critique et l'expérience personnelle, encourageant une éducation plus libre et exploratoire. Section 8. L'humanisme. Adapter les idéaux antiques. La Renaissance n'a pas simplement reproduit les modèles éducatifs antiques. Elle a innové et transformé ces modèles pour répondre aux besoins de son époque. Les humanistes ont adapté ces idéaux à leur propre contexte et à leurs valeurs, créant ainsi une nouvelle approche de l'éducation. Bien qu'ils admiraient l'apprentissage classique, ils ont également souligné l'importance du potentiel individuel et de la pensée critique, encourageant l'innovation et la découverte personnelle. Les éducateurs humanistes cherchaient à former des individus complets, capables de contribuer à la société de diverses manières, en valorisant la diversité des talents et des compétences. Ils ont mis davantage l'accent sur les langues vernaculaires aux côtés du latin et du grec, permettant une plus grande accessibilité des connaissances. Reconnaissant l'importance de toucher un public plus large et diversifié. L'invention de l'imprimerie à cette époque a joué un rôle crucial dans la diffusion des connaissances, rendant les livres plus accessibles, et l'amélioration de l'accès à l'éducation, permettant à un plus grand nombre de personnes d'apprendre et de s'instruire. La Renaissance a donc marqué une étape importante dans l'évolution de l'éducation, en intégrant les idéaux anciens avec les nouvelles pratiques, comblant le fossé entre les idéaux antiques et les pratiques modernes, et ouvrant la voie à une ère de progrès intellectuel et culturel. Section 9. Conclusion. Une base pour l'éducation moderne. L'héritage éducatif de l'Antiquité et de la Renaissance continue de façonner notre monde actuel. L'accent mis sur la pensée critique, l'éducation complète et l'importance du langage sont tous enracinés dans ces périodes. Bien que les systèmes éducatifs aient considérablement évolué depuis lors, les objectifs fondamentaux restent remarquablement cohérents. Nous nous efforçons toujours de former des individus instruits, capables de penser de manière critique, de communiquer efficacement et de contribuer à la société. L'étude de l'histoire, en particulier l'histoire de l'éducation, offre de précieuses informations sur le développement de ces idéaux. Elle nous rappelle le pouvoir durable de l'éducation pour transformer les individus et façonner le cours de la civilisation.